Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter deux romans graphiques que j'ai lus dernièrement. Et en fait, en préparant la vidéo, je me suis rendu compte que j'aurais pu choisir des livres un peu plus joyeux, un peu plus légers pour revenir après plus de 7 mois d'absence. Ouais, en fait, j'ai vraiment choisi des livres que je trouve assez durs, qui suscitent le doute, le malaise, la peur. Donc voilà, j'espère que je vous ai manqué et que je vais pas vous traumatiser. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Adieu triste amour de Myrion Mal. Il a été publié aux éditions La Ville Brûle en 2022. Il y a quelques jours, je suis allée à la médiathèque et je suis tombée sur ce livre. J'ai direct eu envie de le lire parce que j'avais déjà lu C'est comme ça que je disparais de cette même autrice. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est en dépression et je l'ai lu il y a quelques années, du coup je me souviens plus trop, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé et donc j'avais très envie de lire un autre livre de Myriam Mal. En plus, le résumé m'a beaucoup parlé, je vous le lis. Notre point commun à toutes, c'est qu'on était fatigués, fanés, épuisés, alors on est parti. C'est un livre que j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la manière dont l'autrice les dévoile petit à petit, j'ai aimé les liens qu'elle crée entre eux, j'ai aimé les discussions que les personnages ont les uns les autres, j'ai aimé l'histoire, le rythme, le retournement de situation. Je pourrais vraiment vous parler de 1000 choses à propos de ce livre, mais la seule chose qui me vient en tête quand j'y pense, c'est la peur. Ce livre m'a fait terriblement peur. Je pense que c'est l'une des œuvres, tous supports confondus, genre films, séries, livres, chansons, tableaux, que sais-je, qui m'a fait le plus peur. Comme je vous l'ai dit, j'ai emprunté ce livre à la médiathèque et dans la soirée, je m'installe tranquillement pour le lire. Je commence le chapitre 1. L'histoire me parle, mais plus j'avance dans ma lecture, plus je ressens un malaise qui se transforme petit à petit en angoisse. Lors du chapitre 2, il y a un changement de ton, donc mon malaise se dissipe. Et plus l'intrigue avance, plus je me dis qu'en fait cette histoire est beaucoup trop mignonne. Mais dès que je referme le livre, toute l'angoisse revient. Je passe le reste de ma soirée avec une boule au ventre. Quand je vais me coucher, j'ai du mal à m'endormir à cause du stress. Le lendemain matin, je me réveille, je sens que j'ai passé une mauvaise nuit. La lecture de Adieu triste amour m'a énormément perturbée parce qu'elle est venue réveiller une peur que j'ai eue il y a quelques années. Pour que vous puissiez comprendre ce qui m'a autant fait peur, il faut que je vous raconte le début de l'histoire. Donc c'est l'histoire de Cléo, qui est autrice de BD. Elle vit au Québec, mais là elle est en France pour le festival d'Angoulême. Et il y a deux amies qui viennent la voir à son stand, elles papotent, et comme ça fait très longtemps qu'elles se sont pas vues, elles décident de manger ensemble le soir pour se raconter toute leur vie et rattraper le temps perdu. Le soir, elles se retrouvent et Cléo rencontre Farah, une amie d'une amie. Farah, elle est aussi autrice de BD et elle est fan du travail de Cléo, du coup elles discutent ensemble. Et à un moment, Cléo mentionne le nom et le prénom de son copain, Charles, et là, Farah se fige, elle dit plus rien, puis elle s'en va. Et Cléo trouve ça super bizarre comme réaction. Donc, plus tard dans la soirée, quand elle retrouve des amis de son copain, elle décide de leur en parler. Et là, il lui explique qu'en fait, Farah et Charles, ils se connaissent parce qu'ils ont été dans la même école d'art. Et qu'à cette époque, Charles, il avait vraiment un gros crush sur Farah. Il voulait toujours être avec elle, il voulait toujours lui parler. Il était vraiment obsédé par elle. Mais Farah, elle n'était pas intéressée. Et pourtant, Charles, il s'accrochait désespérément. Il était super lourd et tous ses potes se moquaient de lui à cause de ça. Et même Farah, elle trouvait ça drôle parce qu'il était un peu ridicule, faut l'avouer. Et donc, oui, avec le recul, les potes de Charles ont bien conscience que c'est de la drague lourde, que c'est pas ok de faire ça. Mais à l'époque, ils étaient jeunes, ils étaient plus insouciants, ils avaient pas réalisé que l'attitude de Charles pouvait être déplacée. Mais bon, après tout, comme Farah, elle prenait ça avec humour, en soi, c'était pas si grave. Mais Cléo, elle est pas convaincue par ses explications, parce que si Farah, elle trouvait ça drôle à l'époque, pourquoi là maintenant, ça l'a paralysée d'entendre le nom de Charles. Du coup, Cléo décide d'en parler directement avec Charles pour avoir le fin mot de l'histoire. Et là, la réponse de Charles va beaucoup la perturber parce que sa réponse est très bizarre, très ambiguë. Et Cléo va alors se demander si Charles n'a pas agressé Farah sans que personne ne se doute de rien. Donc voilà pour le début de l'histoire, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir comment Cléo va faire pour avoir des réponses, qu'est-ce qu'elle va découvrir et comment elle va réagir. Et comme je vous l'ai dit, cette histoire m'a énormément perturbée parce qu'à un moment, moi aussi, j'ai eu la crainte d'apprendre qu'un de mes proches aurait pu être un agresseur. Pour vous donner un peu de contexte autour de cette peur,
En fait, quand j'étais enfant-ado, l'image principale de l'agresseur, c'était celle d'un homme marginal, isolé, solitaire, qui allait se cacher dans les ruelles sombres pour agresser des femmes quand elles rentraient seules la nuit chez elles. Donc, comme c'était un homme isolé, sans proches, logiquement cet homme ne pouvait pas faire partie de mes proches. Donc ça m'inquiétait pas trop. En 2017, avec le MeToo du cinéma américain, l'image de l'agresseur elle a changé. Il s'agissait d'un homme célèbre, influent et très riche, et pareil, il n'y avait pas ce type de personne dans mon entourage, donc ça m'inquiétait pas trop. Et quelques années après, on a commencé à parler du fait que la majorité des victimes connaissaient leur agresseur, que la majorité des agresseurs étaient des hommes, et je crois me souvenir d'une affiche qui disait « Les agresseurs sont nos pères, nos oncles, nos frères, nos amis, nos conjoints ». Et du coup, j'ai commencé à avoir peur d'apprendre qu'un de mes proches puisse être un agresseur. Et j'ai pas osé parler de cette peur autour de moi parce que je culpabilisais énormément. Parce que mes proches, je les connais, on passe du temps ensemble, on discute, et il n'y a vraiment rien dans leur attitude ou dans leurs propos qui pourrait laisser supposer qu'ils ont agressé quelqu'un. Et du coup, je culpabilisais grave parce que je savais bien que cette peur, elle était irrationnelle, mais pourtant, je pouvais pas m'en empêcher, c'était plus fort que moi, même s'il y avait vraiment rien qui pouvait justifier cette peur. Et là, il y a deux choses. Premièrement, à l'époque, j'ai pas osé en parler parce que j'avais beaucoup trop honte. J'ai jamais entendu personne à l'époque exprimer cette peur, genre dans mon entourage, dans les médias ou sur les réseaux. J'ai jamais entendu quelqu'un dire moi en fait j'ai peur qu'un de mes proches soit un agresseur, et sous-entendu sans raison, sans qu'il y ait d'indices qui aillent dans ce sens. Alors que dans mon entourage ou dans les médias, j'ai entendu des hommes dire moi je veux plus être seule dans un ascenseur avec une femme parce qu'elle pourrait m'accuser d'agression sexuelle. Et cette peur-là, j'en ai beaucoup entendu parler, alors qu'elle est tout aussi irrationnelle. Si tu montes dans un ascenseur avec une femme, si tu l'agresses pas, il n'y a pas de raison qu'elle t'accuse en fait. Alors vous allez me dire, oui mais ça existe les fausses accusations, et oui effectivement, mais ça reste minoritaire. Et du coup je me suis dit, pourquoi parler d'une peur et pas d'une autre? Je dois quand même pas être la seule à avoir eu peur de ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu peur de ce genre de choses. Et deuxièmement, je pense à ce moment de gêne où mes proches, genre mon frère, vont tomber sur cette vidéo et vont se dire « Ah d'accord, génial, j'apprends dans une vidéo YouTube qu'Agnès pensait que j'étais un agresseur. Ah bravo, la confiance règne !» Passons maintenant au second livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit du Bal des Folles, scénarisé par Vero Caso, d'après le roman éponyme de Victoria Mass, et les dessins ont été réalisés par Ariana Melon. Le livre a été publié aux éditions Albin Michel en 2021. A priori, cette histoire, elle fait moins peur. Enfin, moi, ça m'a moins fait peur. Mais ça peut peut-être faire peur à d'autres gens, parce que c'est vrai qu'après tout, on n'a pas tous les mêmes peurs. Et en plus, c'est vrai que cette histoire, elle parle du fait de perdre sa liberté car on est différent. Et en soi, ça peut être très anxiogène comme sujet. Donc, pour vous résumer l'histoire, on est à Paris en 1880. On suit Eugénie, une jeune femme de 19 ans qui est issue d'une famille bourgeoise. Eugénie, elle rêve d'indépendance, de liberté. Elle souhaite trouver un travail, avoir son propre logement pour ne plus dépendre de sa famille. Et ce rêve, il est notamment motivé parce que son père, il est très fermé d'esprit, considère que les femmes sont dépourvues de réflexion et qu'elles ont juste à rester à la maison, et qu'elles ne peuvent pas aller dans l'espace public. Et à l'inverse, il encourage son fils à étudier, à se cultiver, à aller dans des salons de débat pour échanger, pour discuter avec d'autres personnes. Et un jour, le père d'Eugénie va apprendre que sa fille communique avec les défunts. Et il va se dire qu'en plus d'être une rebelle, sa fille est complètement folle. Et donc il va décider de la faire enfermer à la Salpêtrière, qui est une sorte d'ancêtre de clinique psychiatrique. Eugénie, elle se retrouve donc internée de force. Elle va essayer de convaincre les médecins qu'elle est saine d'esprit, qu'elle n'a rien à faire là, mais en vain. Eugénie va alors se servir de ses capacités de médium pour pouvoir s'échapper, mais avant ça, elle va également se servir de ce talent pour aider d'autres personnes à la Salpêtrière. Il y a plein de choses qui m'ont intriguée dans ce livre, je me suis posé vraiment plein de questions, j'ai pas toutes les réponses, donc je vais devoir faire des recherches complémentaires, mais même si mes réflexions elles sont pas abouties, je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant de vous les partager. Mais d'abord, je vous pose un petit peu de contexte. Le livre, il s'intitule Le Bal des Folles, et pour moi, folle, ça faisait référence à des femmes atteintes de maladies mentales. Alors, on peut trouver peut-être ça un peu stigmatisant de dire que les gens qui ont des maladies mentales sont fous, mais avouez que le bal des folles, ça sonne mieux que le bal des femmes atteintes de maladies mentales. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire elle se passe en 1880,
Et à cette époque, on ne faisait pas la distinction entre la neurologie, donc la branche de la médecine qui étudie les maladies qui affectent le système nerveux, comme Alzheimer, Parkinson ou l'épilepsie, et la psychiatrie, la branche de la médecine qui étudie les maladies mentales comme la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire, etc. etc. Comme il n'y avait pas de distinction entre les deux, c'est pour ça que le docteur Charcot, qui est un personnage de l'histoire, et c'est un personnage qui a vraiment existé, il est neurologue, mais il est spécialiste de l'hystérie, qui est une maladie mentale. Alors aujourd'hui, c'est plus considéré comme une maladie mentale, l'hystérie, ça n'apparaît plus dans le DSM-5, le manuel qui recense les maladies psychiatriques. Donc à la Salpêtrière, il y avait autant des personnes qui souffraient de maladies neurologiques que psychiatriques, en sachant qu'en 1880, on n'avait pas la même connaissance et la même perception de ces maladies que maintenant. La preuve avec l'hystérie, qui était à l'époque considérée comme une maladie, alors que c'est plus le cas aujourd'hui. Et donc passons maintenant à mes questionnements. La première chose qui m'a intriguée, c'est le lien entre spiritisme et maladie mentale. Quand j'ai commencé ma lecture, j'avais pas tout ce contexte en tête, donc pour moi les patientes de la Salpêtrière, c'était des personnes qui avaient des maladies mentales. Et Eugénie, elle est internée à la Salpêtrière parce qu'elle communique avec les esprits. Or, être médium, c'est pas une maladie mentale. Donc je me suis demandé pourquoi faire le parallèle entre la médiumnité, qui relève du paranormal, des croyances, de quelque chose qu'on peut pas prouver scientifiquement, avec les maladies mentales qui, elles, sont prouvées scientifiquement. Qu'est-ce que ça nous dit ce rapprochement? En quoi est-ce qu'il est pertinent? J'ai l'impression que même en 2024 et en 2022, date de la sortie du roman graphique, et 2019, date de sortie du roman de Victoria Mass, les maladies mentales, elles sont encore stigmatisées. Donc pourquoi l'associer à quelque chose de controversé comme la médiumnité? Est-ce que je me prends trop la tête? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, j'ai tapé les médiums étaient-ils internés dans les hôpitaux psychiatriques et j'ai trouvé pas mal d'articles sur la perception des médiums au 19e siècle. Et donc du coup, si ça vous intéresse, je vous mets ces quelques articles dans la description. En vrai, ça m'intéresserait trop de vous en parler en long, en large, en travers, mais je me dis que sinon la vidéo elle va peut-être durer un peu trop longtemps. Donc je vous laisse aller voir dans la description. La deuxième chose qui m'a interpellée, c'est le lien entre folie et maladie mentale. Pour ce point, on est un petit peu éloigné du livre, mais je voulais quand même vous en parler, parce que peut-être vous auriez des références à me conseiller. Donc suite à la lecture de ce livre, j'ai réalisé que les médicaments pour traiter les maladies mentales avaient été mis au point pour la plupart dans les années 1950. Donc c'était il y a 70 ans. Et donc en fait, c'est pas si vieux. Donc là maintenant, par exemple, une personne qui est atteinte de bipolarité, on va lui prescrire des thymorégulateurs pour justement réguler les périodes de manie et de dépression pour lui permettre de moins subir les symptômes de sa maladie. Mais avant 1950, comment faisaient les personnes bipolaires? Genre au 19e siècle, au 15e siècle, au 5e siècle avant Jésus-Christ? Quelles étaient les techniques pour soulager ces personnes? J'ai lu des témoignages de personnes bipolaires qui expliquent comment elles vivent les épisodes de manie et de dépression avant d'avoir eu un traitement, et leur comportement paraît vraiment fou. Alors nous, on sait que c'est pas de la folie, on sait que c'est pas bizarre, et il y a des thérapies, il y a des médicaments, mais avant, comment est-ce qu'elles faisaient les personnes bipolaires? Comment est-ce qu'elles étaient perçues? Comment elles étaient accompagnées? Bon, depuis tout à l'heure, je vous dis bipolaire, mais c'est pour prendre un exemple concret de maladie. En vrai, ça marche avec toutes les maladies mentales. Du coup, voilà, si vous connaissez des livres, des articles, des thèses qui parlent de comment étaient perçues les personnes qui souffraient de maladies mentales autrefois, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et la troisième et dernière chose, et là on revient un peu plus sur le livre, c'est le lien entre sexisme et maladie mentale. Eugénie, c'est une femme qui réfléchit par elle-même, qui veut débattre, et sa famille lui rappelle constamment que c'est pas ce que la société attend d'elle et qu'elle doit rentrer dans le rang, qu'elle doit se taire et trouver un mari. Louise, c'est une jeune fille qui est internée à la Salpêtrière et en fait elle fait des crises et donc c'est pour ça qu'elle est internée. Or, ces crises ont commencé suite à une agression sexuelle qu'elle a subie de la part de son oncle. Le docteur Charcot, c'est un spécialiste de l'hystérie et à l'époque, on considérait cette maladie comme exclusivement féminine. On considérait que le seul rôle de la femme c'était d'avoir des enfants, donc si l'utérus n'accueillait pas d'enfant, il devenait fou et il se baladait dans tout le corps de la femme, et c'est ça qui causait la folie de la patiente. Alors avec les études du docteur Charcot, on a commencé à changer de vision sur l'hystérie, mais quand il est arrivé, c'est ça qu'on pensait. Donc Eugénie, elle subit des violences sexistes, Louise, elle subit des violences sexuelles, et le docteur Charcot qui les soigne, il a une vision rétrograde de la femme. Eugénie et Louise, elles sont considérées comme folles car elles sont en fait des victimes d'une société hostile pour les femmes. Et du coup, je me suis demandé dans la vraie vie s'il y avait un lien entre maladie mentale et sexisme,
D'après mes recherches, les maladies mentales, elles ont une origine génétique et une origine environnementale. En gros, il y a des gènes qui prédisposent à avoir une maladie mentale et si on est dans un contexte, dans un environnement qui est favorable, la maladie va se déclencher. Et un environnement où il y a de la négligence, où il y a de la maltraitance, du harcèlement, de la violence, ça peut être un environnement propice au développement de maladies mentales. Du coup, je me suis demandé si dans un environnement particulièrement sexiste, donc violent, ça peut favoriser l'apparition de maladies mentales. J'ai pas encore commencé à me renseigner sur le sujet, donc pareil, si vous avez des lectures à me recommander, je suis preneuse. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que mes questionnements sur ces livres vous auront donné envie de les lire. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team je lis pour me divertir ou team je lis pour faire surchauffer mon cerveau. Et si vous avez lu ces livres, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et aussi dites-moi si vous trouvez que ce sont des livres qui font peur. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!